vidéaste québécois, un professionnel du Comic-Con, c'est marqué sur sa badge ici. Salut Guiz! Salut Benoît, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Guiz, t'es un vidéaste québécois, comme je l'ai mentionné. Tu fais des vidéos, par contre, en français et en anglais, avec le jeu C'est sérieux. Tu le fais encore avec Laurent Lassalle, dans des capsules sur l'exploration des jeux rétro. Aujourd'hui, on va jouer à Dark Tales. C'est ce fabuleux jeu fait par Capcom au Nintendo. Un jeu que j'avais bien apprécié. Puis on va jouer à facile, parce qu'on est des mauviettes! Voilà. Bon. Moi, j'aime beaucoup la Transylvanie. Et mais tu as commencé en faisant des capsules d'animation sur le web. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi ton shtick? Ben, en fait, c'est un cheminement un peu bizarre. J'ai commencé par faire de la musique. Puis, tu sais, il y a à peu près 5-6 ans, le classique, c'était de se filmer en train de chanter quelque chose avec 4 cases, 4 fois soi-même. Sauf qu'à un moment donné, YouTube est rentré avec les droits d'auteur, copyrights, commençait à nous envoyer des strikes et fermer nos comptes. Fait que je me suis dit, faut que je trouve quelque chose. Puis vu que je tripais sur les jeux vidéo, puis que les jeux vidéo n'avaient pas vraiment de loi encore établie, ben, je me suis mis à faire de la musique de jeu. Puis là, ça a viré en animation. Fait que bref... c'est très difficile à décrire parce que ça peut être soit de la musique geek, soit des animations en stop motion que je fais beaucoup. C'est quand, dans ton cheminement, que tu as décidé, hey, là, je veux peut-être vivre de ça, je passe du temps là-dessus, peut-être que je préfère un peu de sous. Y a-tu un moment où tu te dis, hey, moi, je veux faire ça dans la vie? Ben, quand je travaillais dans les bars, je disais en blague à mes collègues de travail, avec l'argent que je fais sur YouTube, avec les pubs, j'ai besoin de 100 fois plus de public pour en vivre. Là, tout le monde trouvait ça drôle. L'année d'après, j'arrive, là, j'ai besoin de 50 fois plus de public pour en vivre. Puis là, la dernière année que je travaillais dans un bar, j'étais rendu, hey, j'ai besoin de 5 fois plus de public pour en vivre. Puis là, finalement, YouTube, via Machinima, m'a donné une job. Fait que ça a réglé le problème. C'est quoi exactement tu fais pour Machinima? C'est Machinima francophone, d'ailleurs, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Je suis community manager. C'est moi qui s'occupe surtout des publicités sur les chaînes en français, mais aussi de gérer les problèmes, que ce soit justement les lois de copyright. Parce que souvent, les vedettes de YouTube, c'est souvent des gens entre 16 et 25 ans. Donc, les lois des copyrights, comment ça fonctionne, la musique, comment citer quelque chose, le fair use. Donc, je m'occupe de gérer la communauté via les médias sociaux aussi, les embargos. Quand un jeu sort, à partir de quel moment on a le droit de faire des vidéos, même si on est un média et on a une copie de courtoisie. Qu'est-ce que tu vois pour le futur, justement, de la plateforme YouTube? Qu'est-ce que tu entrevois? Ben moi, je pense que la plateforme YouTube a comme pris un virage récemment avec une chaîne qui s'appelle Freddy W, qui est un gars à Los Angeles qui faisait des vidéos d'effets spéciaux. Puis il a prouvé que juste avec un Kickstarter, puis avec la communauté, sans passer par l'industrie, il pouvait faire une série qui pouvait accoter, non seulement en visionnement, mais en qualité, n'importe quelle série américaine. J'allais dire science-fiction, mais c'est une série qui s'appelle Video Game High School, qui parle de l'histoire d'une gang qui étudie pour devenir des stars de jeux vidéo. Mais je pense que l'industrie a vraiment peur, puis on le sent vraiment, ils essaient vraiment de rentrer, puis de prendre nos artistes, de les signer pour justement les utiliser sur toutes les plateformes. C'est l'empêcher de faire justement des clips exclusifs sur YouTube. Exact. Parce que tu sais, YouTube est devenu ce que c'est, parce que YouTube, indirectement, c'est un reality show. On a beau dire ce qu'on veut, les gens, pourquoi ils trippent sur les YouTubers, c'est que c'est accessible. Ils peuvent toucher à leurs vedettes, ils ont l'impression de participer à l'élaboration des vidéos parce qu'en écrivant des commentaires, et les vedettes de YouTube l'utilisent parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ils ont l'impression de faire partie de la solution. Le fait qu'on peut en vivre, c'est surtout au niveau anglophone. Au niveau francophone au Québec, est-ce que tu y crois à un moment donné? Parce qu'il me semble qu'on a encore beaucoup de retard. Bien, le marché, en ce moment, il est libre au Québec parce que tout ce qui est consommé en français vient de la France. Donc, les grosses vedettes, il y en a quelques-unes qui commencent à éclore des gars et des filles. Je pense justement à Tom Livla, qui est un gars excellent que je suis, que lui est en train d'exploser en France. C'est sûr qu'en français, on est pogné avec la prémisse de devoir absolument percer en France parce qu'on n'a pas assez de marché. Surtout si on est dans une niche assez précise comme des trucs geeks, comme les jeux vidéo. On n'a pas assez de population en français ici. Mais c'est drôle, mais c'est un peu en même temps eux qui traînent le reste parce que c'est ça qui pogne le plus. Ouais, puis côté annonceur, c'est la niche, ce qu'on appelle les Lost Boys, donc les hommes entre 15 et 35 ans. C'est nous. c'est ce qui est le meilleur pour le marché parce que c'est la niche la plus facile à cibler pour les pubs. T'sais, c'est facile, là, ils savent qu'on veut des pubs d'iPhone puis qu'on veut pas des pubs de L'Oréal. Manger une massue dans la face ou écouter la discographie complète de Nickelback? C'est un dur choix quand même, mais je crois que je vais prendre la massue. J'ai quand même une bonne endurance. J'irai avec la discographie de Nickelback. Ben, ça dépend, la massue est faite de quel matériel. Écoutez la discographie complète de Nickelback. Ouais? Manger un coup de massue dans la face, c'est certain.
La massue? Jamais mangé de massue. Ouais. Une massue. Ah, c'est chien, hein? Mais pas une massue dans ma face. Je vais me taper Nickelback. Manger une massue dans la face. Ah, Nickelback all the way. Val Kilmer ou Ben Affleck? Les deux m'ont rendu malade dans leurs films, mais je vais aller avec Ben Affleck. On va laisser une chance à Ben Affleck. Ben Affleck. Ah, Val Kilmer, Ben Affleck, je suis pas capable. Val Kilmer. Val Kilmer. Val Kilmer. On va y aller Ben Affleck, il peut pas faire pire que Kilmer. Les deux, non. On smash Ben Affleck! Avec Jean-Dominique Leduc, chroniqueur bande dessinée au Journal de Montréal, acteur, puis comme si t'étais pas assez chargé, toi, tu viens d'écrire un livre, Demi-Dieu, 40 ans de super-héros dans la bande dessinée québécoise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah ben oui, avec grand plaisir. En fait, ce livre-là est né de mon travail de blogueur. C'est-à-dire que il y a quelques mois, parallèlement à mes articles du Journal de Montréal, j'entretenais un blog aussi sur le site du Journal de Montréal. Et en prévision de mon absence tout l'été, j'avais prévu écrire une série de billets sur des super-héros québécois. Une thématique estivale. Bon. Et la journée où j'ai publié, en fait, où j'ai livré mes textes dans le système et que j'ai préprogrammé les sorties des billets, eh bien, mon patron m'a annoncé qu'on fermait le blog. Alors là, je me retrouve avec 2 mois de recherche, de la rédaction et nulle part où diffuser tout ce travail-là. Et c'est Christian Viel, de Heroes of the North, qui m'a dit « Mais pourquoi t'en ferais pas un livre? » Et je lui ai dit « Ben non, je vais pas écrire un livre. » Et le lendemain matin, je me suis dit « OK, je vais écrire un livre. » Alors, j'ai pris mes billets, j'ai tout foutu ça au vidange et j'ai recommencé à neuf, mais au moins, j'ai gardé la recherche. Mais c'est vraiment... c'était un prétexte, en fait, que d'aborder le genre du super-héros pour parler de la bande dessinée québécoise. Et ça me permettait, ça, de parler de certains auteurs peut-être un peu moins connus ou alors de parler d'auteurs super connus qui ont tenté du genre super-héros et dont plusieurs personnes ignorent ça. Et aussi, je voulais souligner le 40e anniversaire du Capitaine Québec. Parce que le Capitaine Québec a été publié le 12 septembre 1973, et c'est quand même un personnage, non seulement c'est un personnage iconique de la bande dessinée québécoise, mais c'est quand même notre premier super-héros québécois. Et c'est qui les grands super-héros québécois? C'est qui, là? Parce qu'il y en a... Moi, j'étais surpris d'apprendre qu'il y en avait, là. Bon, évidemment, il s'agit de certains jugements de valeur, parce que... Mais ce que je peux vous dire d'entrée de jeu, c'est que je trouve qu'on parle qu'on parle trop peu et qu'on méconnaît nos artistes québécois anglophones au Québec. Et pour moi, un des grands, c'est assurément Bernie Mireault. D'ailleurs, c'est à lui que j'ai demandé de faire l'illustration de couverture de mon livre, que je trouve superbe. Bernie Mireault, pour moi, est un des grands créateurs au Québec et c'est à lui qu'on doit notamment The Jam, qu'on doit Mackenzie Queen et To Get Her, un album auto-édité qu'il a lancé en 2012, qui est d'après moi son chef-d'œuvre. Donc ça, c'est un artiste qu'on connaît peut-être un peu moins. C'est un homme aussi qui se fait discret et je voulais justement braquer les projecteurs sur ces créateurs-là. Donc c'est plus, si je comprends bien, c'est plus sur les auteurs qui ont travaillé sur les super-héros que sur les super-héros québécois, OK? Ben, c'est-à-dire qu'en fait, comme je disais d'entrée de jeu, c'est quand même un prétexte. Ceci dit, le phénomène du super-héros américain, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la culture américaine parce que ça correspond aux valeurs américaines de droit, de justice. Et les Américains répondent aussi à un certain patriotisme. Quand on voit le Capitaine America, je veux dire, même si on biffe le nom, on sait très bien qu'il est américain. Alors qu'ici, au Québec, comme on s'identifie pas en tant que société distincte, on a un certain recul par rapport au phénomène du super-héros. 95% de la production super-héros québécoise passe par le spectre de la satire, de l'humour, de la parodie. Évidemment, parce que nous, comme société, on défend pas forcément ces valeurs-là. Et on s'identifie pas à... Il y a un malaise aussi, peut-être, non? Ce qui est particulier avec le super-héros, en fait, et le premier d'entre tous au Québec, c'est le Capitaine Québec. Bien, le Capitaine Québec, c'était une parodie de Superman, si on veut. C'est une espèce de personnage qui fume des joints, qui trippe, et qui est détesté de tout le monde, sauf d'un fans anglophone. C'est vous dire à quel point on est dans la satire. C'est vrai qu'au Québec, on passe souvent par le spectre de l'humour parce qu'on veut pas trop se commettre. J'ai cette impression-là, oui, également. Oui. Là, on va pouvoir se procurer ça quand et où? Chez vos libraires indépendants préférés.
Alors, au Millennium, chez Studio 9 notamment, Planète BD, DBD, Le Port de Tête, le Comic Hunter, la boîte à BD à Laval, aussi à Québec chez Philactère, chez Première Issue, et à Chicoutimi chez Les Bouquinistes. Sinon, il y a mon site Internet où il y aura une version numérique en vente, version couleur, pour 10 $. Sinon, mon livre avec les frais postaux de 75 $. Faire de l'argent, Jean-Dominique. Ben oui, Hein, c'est il est ça. pas fou. Puis là, t'as un autre livre qui s'en vient, Les Anécros. Ça sort quand, ça? Oui, alors Les Anécros... T'es occupé, hein? Ouais. Je m'en vais dormir d'ailleurs. Les Anécros, c'est un livre que j'ai coécrit avec Michel Viau, l'historien émérite de la bande dessinée québécoise, qui va paraître le 23 octobre prochain chez Québec Amérique. Et donc, c'est un livre de 416 pages qui retrace l'histoire de l'aventure éditorialistique qu'a été Crow, à qui on doit notamment la genèse de Red Ketchup, au niveau de la bande dessinée de Gilles Lajunque, de Michel Risque, de Serge Gaboury. Et donc, ça sort le 23 octobre prochain. Donc, une année chargée. Oui, et après, j'entre en hibernation pour à peu près 2-3 jours.